Accueillez Vanessa Deschaines, avocate chez Robic, pour cette conférence présentée dans le cadre de l'événement Le Sécure. Bonne conférence! Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs du Sécure 2021 de me recevoir aujourd'hui. Donc, mon nom est Vanessa Deschaines. Je suis avocate chez Robic. Je suis leader de la pratique en protection des données, cybersécurité et vie privée. Donc, aujourd'hui, il me fait vraiment plaisir de vous parler d'un sujet que vous avez peut-être déjà entendu parler. On parle de Privacy by Design ou de vie privée dès la conception, si on y va avec la traduction française. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous faire une petite mise en situation. Donc, vous voyez à l'écran, on a une voiture. Bon, je ne suis pas la personne la plus connaisseur en voiture, mais ça me semble être une Ferrari. Donc, imaginez-vous que cette Ferrari-là, c'est le tout nouveau modèle qui est sorti. Ça vient de sortir de l'industrie. C'est neuf, c'est beau, ça sent le neuf. Puis, je vous dis que vous avez l'occasion de conduire cette Ferrari-là sur un circuit fermé. Donc, ce que ça signifie, c'est qu'il n'y a vraiment aucun risque. Il n'y a pas de limite de vitesse. Vous pouvez aller à la vitesse que vous voulez. Il fait très beau dehors, gros soleil, donc pas risque de pluie. Bref, il n'y a aucun danger. Si je vous dis que vous avez cette occasion-là et que je vous pose la question suivante, à savoir à quelle vitesse seriez-vous prêt à aller? Est-ce que ça serait à 110 km/h, à 150 km/h, à 200 km/h, 250 km/h, ou vous vous dites pas « sky is the limit », moi, je pousse la machine à fond. Donc, souvent, lorsqu'on pose cette question-là aux gens, évidemment, l'appétit au risque, la tolérance au risque va varier d'une personne à l'autre. Mais on a souvent comme réponse 150 km/h, ce qui est quand même pas si mal, ou sky is the limit. Donc, on a vraiment des gens qui se disent « Hey, moi, j'ai l'occasion d'une vie de conduire une Ferrari, j'y vais à fond ». Si maintenant je vous pose la même question, mais je vous amène certaines variantes. Donc, je vous dis que vous avez toujours cette magnifique voiture-là, mais souvenez-vous, je vous ai dit qu'elle est fraîchement sortie de l'usine de fabrication. Et donc, dans le fond, cette voiture-là, vu qu'elle est fraîchement sortie de l'usine de fabrication, elle n'a pas encore de frein et elle n'a pas encore de ceinture de sécurité. Maintenant que vous avez cette information-là et que je vous pose la même question, à quelle vitesse seriez-vous prêt à aller? Donc, est-ce que ça serait à 5 km/h, à 20 km/h, à 50 km/h, 100 km/h ou, encore une fois, pas sky is the limit, j'y vais quand même à fond. Donc, souvent, lorsque l'on pose à nouveau cette question-là avec les contraintes ou les risques additionnels, les gens vont souvent nous répondre qu'ils vont plutôt aller à 5 km/h ou à 20 km/h. Ce que j'essaie ici de vous démontrer, puis pour faire le lien vers notre sujet d'aujourd'hui, c'est que oui, comme je vous l'ai mentionné, la tolérance au risque va varier d'un individu à l'autre et donc va varier aussi d'une entreprise à l'autre. Mais c'est que notre tolérance au risque, en fait, va changer rapidement lorsqu'on va ajuster les mesures de sécurité dans une voiture, par exemple. Et puis, la perception, lorsqu'on parle de protection des renseignements personnels, de loi en matière de protection des renseignements personnels, les gens ont souvent la perception que ça devient une barrière ou que c'est des éléments bloquants pour les affaires et l'innovation. Mais moi, je vous dirais, je ne vois pas ça comme ça. C'est un peu la raison pour laquelle je vous ai donné cet exemple-là, c'est que moi, je vois ça un peu comme les freins puis la ceinture de sécurité. Dans le fond, c'est en sachant qu'on a ces éléments-là en place, donc en sachant qu'on a une ceinture de sécurité et des freins, qu'on va avoir la liberté de conduire plus vite. Donc, dans le monde des procédures, des processus d'affaires, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont les mesures de sécurité que l'on met en place, les contrôles qu'on va intégrer dans le design des systèmes, dans la conception des systèmes, qui vont nous permettre ensuite d'innover puis d'avoir du succès. Donc, petite introduction pour vous parler de design, de Privacy by Design. Comme je l'ai mentionné, on entend aussi parler de vie privée dès la conception.
Ce qui est intéressant du concept de Privacy by Design, c'est que peut-être vous le savez ou pas, mais c'est un concept qui n'est pas si nouveau que ça. Donc, on en entend parler, je dirais, depuis les dernières années, surtout en raison du fait, puis je vais y revenir dans quelques instants, c'est notamment un concept qui a été introduit en Europe avec le fameux RGPD, le Règlement général sur la protection des données, en 2016, lequel est entré en vigueur en 2018. Donc, dans les dernières années, on en a entendu plus parler, mais c'est un concept, en fait, qui date des années 90. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement c'est un concept qui date de quelques années, mais c'est un concept canadien. En fait, ce concept-là a été créé par la docteure Anne Cavoukian, qui, à l'époque, était commissaire à la protection des données en Ontario, donc Information and Privacy Commissioner of Ontario. Et qu'est-ce que c'est, en fait, le Privacy by Design? Ça s'étend, je vous dirais, à une trilogie dans ce sens où c'est un concept englobant. Donc, on va autant viser les systèmes informatiques que les pratiques commerciales au sein de notre organisation et que la conception vraiment physique de l'infrastructure de nos réseaux. Donc, c'est vraiment, ça se veut, je dirais, une vue holistique des processus à l'interne. Ensuite, le Privacy by Design, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va viser tout type de renseignements personnels. Cela étant dit, c'est d'autant plus intéressant d'utiliser ce principe-là lorsqu'on a des renseignements dits sensibles. Donc, je pense par exemple aux renseignements médicaux, aux renseignements dans le secteur financier, par exemple. Donc, bien qu'on peut l'utiliser à tous les niveaux, si on a des choix à faire au sein de notre organisation pour utiliser le Privacy by Design, ça peut être notamment de viser des secteurs où on a des données plus sensibles. En terminant, je vous dirais que le Privacy by Design, à quoi ça sert? Bien, ça sert en fait à trouver une balance entre les impératifs de l'entreprise, laquelle veut faire du profit, veut innover, veut bien faire les choses et veut ultimement avoir un avantage concurrentiel durable, mais de mettre aussi en balance le respect de la vie privée de notre client, de notre consommateur et lui permettre d'avoir un certain contrôle sur ces données-là. Donc, pourquoi s'intéresser au Privacy by Design? J'en ai parlé un peu tout à l'heure. Une des raisons, c'est parce que ce concept-là, dans les dernières années, a été intégré dans des législations, dans de la loi, et donc ça devient en fait une obligation législative de respecter ces principes-là. Un des exemples, comme je vous l'ai mentionné, c'est l'intégration du principe dans le Règlement général sur la protection des données en Europe. Et un peu plus près de nous, en fait, vous le savez peut-être, l'automne dernier, le gouvernement du Québec a déposé le projet de loi 64, lequel va venir modifier la réglementation, la législation en matière de protection des renseignements personnels, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Et puis, on a justement introduit un concept, si on veut, de Privacy by Design ou de vie privée par défaut. Je vais vous lire notamment le libellé, le nouvel article 9.1 de la loi dans le secteur privé. On vient dire une personne qui exploite une entreprise et qui recueille des renseignements personnels en offrant un produit ou un service technologique doit s'assurer que par défaut, les paramètres de ce produit ou de ce service assurent le plus haut niveau de confidentialité sans aucune intervention de la personne concernée. Donc, c'est un exemple concret, si on veut, de l'introduction de ce principe-là dans la loi. Il reste à voir si ça sera effectivement accepté comme ça, mais tout porte à croire que le Québec ira de l'avant, notamment avec l'adoption de cet nouvel article-là. Pourquoi aussi on s'intéresse au Privacy by Design? Bien, vous allez le voir dans quelques instants lorsque je vais vous parler des principes. C'est notamment parce qu'on veut prévenir au lieu de guérir. Donc, en intégrant les principes de protection des renseignements personnels, de vie privée dès la conception, donc dès le début de l'idéation de nos projets, de nos processus, de nos procédures, bien, ça nous permet d'intervenir en amont. C'est aussi ce qui nous permet, bien, si on intervient en amont, de mieux gérer nos risques, de mieux gérer les pénalités potentielles qu'on pourrait avoir si on n'a pas respecté la réglementation. Et bien, c'est ça, c'est ce qui nous permet aussi ultimement d'être plus responsable en tant qu'entreprise
et vraiment aller chercher une confiance de nos clients et de nos consommateurs. Donc, je vous l'ai mentionné, le Privacy by Design, c'est un concept qui intègre 7 grands principes. Si vous travaillez dans le domaine, si vous êtes familier avec les lois en matière de protection des renseignements personnels, vous savez déjà sans doute que ces lois-là sont basées sur des concepts très, comment je pourrais dire, très larges, très vagues, relativement flexibles. C'est tout aussi vrai pour le Privacy by Design. Donc, vous allez le voir, les 7 principes que l'on va voir ensemble, soyez pas surpris, s'entrecoupent entre eux. Ils sont tellement larges que parfois, lorsqu'on s'attaque au premier principe, par exemple, ça va venir rencontrer l'objectif d'un autre principe. Donc, quels sont ces 7 principes-là? Donc, le premier, on dit proactif et non réactif. Évidemment, on va aller voir plus en détail dans quelques instants. Le second, on parle de la vie privée, de la protection des renseignements personnels par défaut. Le troisième principe étant la protection de la vie privée qui est intégrée dans la conception de nos produits, de nos services, de nos processus. Le quatrième, on parle de pleine fonctionnalité, donc somme positive et non somme nulle. Vous allez voir dans quelques instants ce que ça signifie. Le cinquième principe, sécurité de bout en bout. Donc, on parle vraiment de la sécurité de nos informations, de nos protections, de nos renseignements personnels durant tout leur cycle de vie, donc de la collecte à la destruction. Le sixième principe, c'est la visibilité et la transparence. Et le septième, le respect de la vie privée de l'utilisateur. Donc, vraiment centrer notre client, notre consommateur, au centre de nos décisions d'entreprise. Donc, premier principe, proactif et non réactif. Qu'est-ce que ça signifie? Bien, essentiellement, ce qu'on veut faire, ça le dit, on veut être préventif, on ne veut pas réagir. Donc, en étant préventif, en étant proactif, ça nous permet d'empêcher ou de limiter les potentielles violations en matière de protection des renseignements personnels. Et puis, comme je l'ai mentionné, c'est qu'on prévient au lieu de guérir. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie être proactif? Bien, on doit notamment aller chercher un engagement clair de la haute gestion, donc des dirigeants de l'organisation, qui vont venir donner un peu le ton, si on veut, au sein de l'organisation. Parce que c'est beau de vouloir implanter des techniques de privacy by design, mais il faut que ça devienne ultimement intégré dans la culture de l'organisation. Puis, quelle est la meilleure façon de changer une culture d'organisation ou d'intégrer des concepts dans une culture organisationnelle? Bien, souvent, ça va partir par la haute gestion. Donc ça, c'est vraiment super important. Ensuite, si on veut être proactif, bien, on doit aussi faire ce qu'on appelle de l'amélioration continue. Donc, vous allez le voir, comme dans plein de domaines, la protection des renseignements personnels, c'est pas juste quelque chose qu'on va cocher dans une liste comme une espèce de checklist. C'est vraiment quelque chose qui se fait en continu. Pourquoi? Parce que bien, les pratiques de l'organisation évoluent, mais les pratiques aussi dans le domaine, par exemple, de la sécurité de l'information vont évoluer. Le meilleur exemple que je peux vous donner, que vous vivez possiblement vous-même dans votre quotidien, c'est au niveau de la gestion des mots de passe, par exemple. Donc, à une époque, on avait un nom d'utilisateur, on avait un mot de passe, puis ça se terminait comme ça. Puis maintenant, on entend souvent parler d'authentification à 1, 2 facteurs, 3 facteurs. Donc, les techniques évoluent à travers le temps et donc, on doit toujours revoir nos processus internes pour s'assurer qu'ils sont toujours conformes et qu'ils font toujours appel aux plus hauts standards en matière de confidentialité. Deuxième principe, donc la vie privée ou la protection des renseignements personnels par défaut. Je vous dirais, le titre parle quand même de lui-même. Donc, c'est vraiment mettre en œuvre les principes de protection des renseignements personnels par défaut, c'est-à-dire avoir une protection vraiment automatique et implicite de ces données-là. Donc, on doit assurer une protection maximale de confidentialité en garantissant que les renseignements personnels sont vraiment automatiquement protégés. De quelle façon on fait ça concrètement?
lorsque je dis spécifier l'objet de la collecte, bien, en fait, pour m'assurer que je protège bien les renseignements personnels, je dois d'abord savoir bien, pourquoi je collecte les renseignements personnels. C'est quoi l'objectif que je veux atteindre en collectant ces renseignements-là? En identifiant bien mon objectif, évidemment, je vais pouvoir par la suite limiter, si on veut, la collecte, puis minimiser les données qui vont être collectées, parce que je vais pouvoir y aller avec ce qui est nécessaire pour atteindre mon objectif. Le mot « nécessaire » ici est important. C'est d'ailleurs un mot qui est utilisé dans les lois. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas collecter des données parce que c'est utile, parce qu'on trouve ça le fun. Il faut vraiment que ça soit nécessaire. Donc, c'est très important en amont de vraiment venir se faire une tête de pourquoi on veut collecter les renseignements personnels et de s'assurer de limiter cette collecte-là. C'est d'autant plus vrai parce que souvent, les entreprises vont me dire « Ah, bien Vanessa, moi, je veux collecter le plus de données parce que, par exemple, je veux développer un modèle d'intelligence artificielle. Donc, plus j'ai de données, mieux je me porte. » Mais il faut quand même bien réfléchir parce que c'est pas toujours vrai. Hein? Souvenons-nous que plus de données ne veut pas nécessairement dire des données de qualité. Donc, ça, c'est la première chose. Puis, en tant qu'organisation, plus on a de données, plus, en fait, on se met à risque parce que s'il y a une cyberattaque, par exemple, si on se fait voler nos données, bien, plus on a de données, plus, plus on est mal pris lorsque toutes ces données-là sont volées, malheureusement. Donc, il faut aussi se mettre dans l'autre sens et se dire, OK, comme organisation, je dois aussi bien gérer mes risques et limiter cette collecte-là des données, mais me permet justement de gérer adéquatement mes risques. Donc, le troisième concept, le concept de la protection de la vie privée intégrée dans la conception. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, parfois, les principes paraissent redondants, mais encore là, c'est vraiment dès qu'on va concevoir un produit, un service, c'est vraiment d'avoir en tête les droits de nos clients, de nos consommateurs, de penser au respect de leurs renseignements personnels, respect de leur vie privée. Donc, c'est vraiment une approche holistique. Puis, pour pouvoir concevoir, en fait, des produits en ayant ça en tête, c'est vraiment important d'avoir tous les joueurs au sein de l'organisation. Donc, un élément qu'on voit parfois sur le terrain, c'est que les équipes, par exemple, de technologie de l'information, donc pensons à nos architectes, par exemple, d'entreprise, donc ceux qui conçoivent les systèmes, les développeurs et tout ça, parfois vont peut-être être plus proches de nos conseillers en sécurité de l'information, ce qui est bien. Mais il nous manque une vision d'autres acteurs. Donc, ça, vos équipes du juridique ou même peut-être le marketing qui veut éventuellement utiliser le produit ou le service pour faire de la promotion, etc. Donc, c'est vraiment important pour pouvoir intégrer ces principes-là dans la conception, d'avoir tous les bons joueurs autour de la table pour vraiment avoir une bonne vision de là où on veut aller et de vraiment bien anticiper. Quatrième principe, donc la pleine fonctionnalité, on dit somme positive et non somme nulle. Qu'est-ce que ça signifie? Bien, le concept de privacy by design, en fait, cherche vraiment à concilier tous les intérêts, tous les objectifs des parties. Comme je vous l'ai dit, on veut mettre tout le monde autour de la table. Mais ce que la docteure Anne Cavoukian tente beaucoup de véhiculer, c'est que, en tout cas, selon elle, il y a une fausse perception de penser parce qu'on va intégrer des concepts de protection des renseignements personnels, des principes de vie privée, ça se fait au détriment, par exemple, de l'innovation ou ça se fait au détriment de l'expérience client. Donc, elle croit fondamentalement qu'il y a moyen d'avoir justement une somme positive, c'est-à-dire que tout le monde y trouve son compte dans l'organisation et que c'est pas parce qu'on intègre ces concepts-là qu'on doit le faire au détriment d'autres concepts, par exemple, ou d'autres fonctionnalités. Donc, je vais y revenir dans quelques instants. Il y a quand même quelques critiques par rapport à ça, mais ça reste que, selon elle, tout est possible. Le cinquième principe, donc, sécurité de bout en bout, je vous l'ai mentionné, donc on parle de la sécurité des renseignements personnels tout au long de leur cycle de vie, donc de leur collecte à la destruction.
Pourquoi c'est important de le mentionner? C'est que malheureusement, souvent, les entreprises vont mettre beaucoup de sécurité sur justement l'authentification, donc s'assurer que c'est la bonne personne, par exemple, si on a une application mobile ou une plateforme en ligne, que c'est vraiment la bonne personne qui va se connecter. Donc, on a beaucoup de sécurité par rapport à ça, par rapport à la technologie en tant que telle, mais on oublie parfois, malheureusement, de mettre des mesures de sécurité au niveau de la conservation des données. Par exemple, combien de temps on va conserver les données ou comment on va les détruire les données. Donc, c'est vraiment important à chaque étape du cycle de vie de l'information de s'assurer qu'on va traiter les renseignements personnels de façon sécuritaire. Le 6e principe, visibilité et transparence, un principe que vous connaissez possiblement déjà. C'est des principes qui font partie aussi des lois en matière de protection des renseignements personnels. En tant qu'entreprise, on a une obligation d'informer nos clients, d'informer nos consommateurs de pourquoi on collecte les renseignements personnels, comment on collecte les renseignements personnels. Donc, on va souvent retrouver ça dans les fameuses politiques de confidentialité, politiques de vie privée qu'on va trouver, par exemple, sur un site Web, qu'on peut trouver dans notre application mobile. Donc, c'est vraiment important d'être transparent, de donner cette information-là à nos clients, à nos consommateurs. Et c'est aussi important, outre l'information qui est accessible, qui est visible, le mot visibilité vient aussi dire que cette information-là, elle doit être facilement accessible. Une façon de faire ça, par exemple, ça peut être d'avoir des pop-up. Donc, pour les gens qui utilisent peut-être les Apple, donc avec iOS, on voit récemment qu'on a de plus en plus de pop-up, donc de messages qui nous avisent que l'application, par exemple, va collecter telle ou telle donnée. Ils nous demandent notre autorisation. Donc, c'est une façon justement d'être visible, d'être transparent. Et on doit aussi permettre à nos clients, à nos consommateurs de pouvoir porter plainte. Donc, on doit mettre en place des mécanismes pour qu'ils puissent s'exprimer le cas échéant. Dernier principe. Donc, le respect de la vie privée de l'utilisateur, rester centré sur l'utilisateur. Je pense que ça parle en soi, en lisant, on comprend ce que ça veut dire, mais c'est vraiment, encore une fois, comme je l'ai mentionné, de prendre en compte la protection de la vie privée des internautes, des consommateurs, des clients, dès la conception des systèmes. Malheureusement, parfois, on va penser, puis c'est correct, on va penser aux impératifs financiers de l'entreprise. Donc, on va vouloir mettre en place un nouveau produit, une nouvelle technologie pour être à l'avant-garde en tant qu'organisation ou parce que c'est ce que nos clients, nos consommateurs nous ont demandé. Mais on doit quand même aussi penser à protéger leurs renseignements personnels. Et puis, on le voit de plus en plus lorsqu'il y a des sondages qui sont faits. Les gens veulent, oui, avoir une expérience client. C'est super important pour eux, mais ils veulent aussi que leurs renseignements personnels soient protégés. Donc, on doit, encore une fois, vraiment avoir en tête ces éléments-là et mettre notre consommateur au centre de nos décisions, de notre design, mais pas simplement d'un point de vue expérience client, mais aussi d'un point de vue protection des renseignements personnels. Donc, voilà. Donc, ça, c'était les beaux grands principes théoriques, vous me direz. Mais qu'est-ce qu'il y en est dans la pratique? Puis, vous allez voir dans quelques instants, bien que ce sont des beaux concepts auxquels j'adhère moi-même, la réalité, c'est que dans la pratique, c'est un peu plus complexe, c'est un peu plus difficile d'application. C'est probablement la raison pour laquelle, si vous vous souvenez, au début de la présentation, je vous ai dit que c'était un concept qui n'était pas si jeune que ça, qui datait des années 90. Donc, c'est possiblement la raison pour laquelle, 30 quelques années plus tard, on commence à peine à en parler, c'est parce que c'est pas si simple d'application. Donc, dans les faits, qu'est-ce que je veux vous dire par rapport à ça? Pourquoi c'est pas si simple d'application? Que ce soit pour le Privacy by Design ou pour les aspects qui touchent la protection des renseignements personnels, il faut comprendre que c'est souvent plus complexe qu'il ne paraît.
Le meilleur exemple, c'est que les entreprises, parfois, vont penser que parce qu'ils ont mis des mécanismes pour les témoins de connexion, les cookies, ou parce qu'ils ont mis une politique de confidentialité en ligne, bien, c'est fait. Ils ont fait ce qu'il y avait à faire en matière de protection des renseignements personnels. Non, c'est bien plus que ça. Donc, ça, c'est un des éléments. Ensuite, on a parlé notamment de sécurité des données. Vous l'avez vu dans les principes de Privacy by Design, ça fait partie d'un des 7 principes. Mais c'est aussi une fausse croyance de penser parce que nos données sont sécurisées, parce qu'on a mis des contrôles en place pour sécuriser les données. Donc, on pense la sécurité de l'information, c'est la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité des données. Donc, il y a plusieurs entreprises qui vont penser à tort parce que leurs données sont très sécurisées qu'ils vont être conformes aux lois en matière de protection des renseignements personnels. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous savez peut-être, les lois en matière de protection des renseignements personnels sont basées sur 10 grands principes. Dans ces 10 grands principes-là, il y a effectivement le principe de sécurité, sécurité des renseignements personnels, sécurité de l'information. Mais si on ne met que ça en place, vous comprendrez que vous avez seulement 1/10 des principes que vous avez intégrés au sein de votre organisation en matière de protection des renseignements personnels. Donc, c'est vraiment une fausse croyance de penser que parce que nos données sont sécuritaires, on respecte les exigences en matière de protection des renseignements personnels, vie privée. Ensuite, pourquoi c'est pas si facile que ça en pratique? Bien, comme je vous l'ai mentionné, la gestion de la vie privée, la protection des renseignements personnels, c'est pas une tâche en soi. C'est pas quelque chose qu'on va venir cocher une fois puis on a terminé. C'est vraiment quelque chose qui est itératif. Il faut vraiment y aller avec de l'amélioration continue parce que, encore une fois, nos processus d'affaires vont changer, les technologies vont évoluer. Et donc, c'est vraiment quelque chose que l'on doit toujours revisiter et sur lequel on doit toujours se repositionner. Et donc, c'est ce qui peut amener aussi une certaine difficulté au niveau de l'intégration. En terminant, je ne veux pas prêcher pour ma paroisse, mais comme je l'ai mentionné, j'ai dit la loi est la loi. Ne tirez pas vos conclusions, consultez des experts. Il reste que ce soit au niveau juridique, que ce soit en sécurité de l'information, vous devez aller consulter les bonnes personnes. Le meilleur exemple que je peux vous donner, puis ce qui fait que parfois les entreprises vont avoir des problématiques en matière de protection des renseignements personnels, c'est parce qu'ils vont interpréter la loi. Comme je vous l'ai mentionné, la loi, elle est tellement large, elle est basée sur des grands principes que c'est facile d'avoir une interprétation, je pourrais dire, un peu erronée. Même nous, parfois, les juristes, ça peut être difficile de se faire une tête, imaginez-vous. Donc, prenez pas de chance, allez consulter les bonnes personnes. Puis encore une fois, si vous faites ça, c'est que ça vous permet de prévenir au lieu de guérir. Encore concrètement, vous vous souvenez, on est dans la section de la théorie à la pratique. Donc, pourquoi c'est pas si facile que ça d'intégrer le Privacy by Design? Je vais vous donner un exemple très concret en comparant les équipes TI au sein de vos organisations, puis peut-être vos juristes, donc les équipes juridiques. Donc, le Privacy by Design, pourquoi c'est pas plus répandu? Je me suis posé la question et dans mon propre brainstorm, je me suis dit, bien, il y a possiblement ce cas-là. Ce cas-là étant, vous devez développer un nouveau produit, une nouvelle technologie, mettre en place une infrastructure de réseau. Pour les gens qui développent ça, donc vraiment les gens, vos architectes d'entreprise, par exemple, vos développeurs, pour eux, le design, c'est vraiment une option qui est claire. Donc, si on veut créer un système, bien, c'est des options claires. Donc, on va à droite ou à gauche, c'est blanc ou c'est noir, c'est 1 ou c'est 0. Donc, un designer de technologie, un développeur, a besoin d'instructions claires. Ils ne peuvent pas créer dans l'ambiguïté. Par contre, nous, les juristes ou avocats, ou en fait les gens au sein de votre organisation qui doivent notamment interpréter les lois, comme je vous l'ai mentionné, les lois en matière de protection des renseignements personnels,
C'est des lois qui sont basées sur des principes très parapluies, des principes qui sont flexibles, qui sont parfois ambigus, où il y a beaucoup de zones grises. Puis, je vais vous donner des exemples. Dans la loi, on va retrouver des libellés du genre les attentes raisonnables de l'individu. Mais la loi ne définit pas c'est quoi une attente raisonnable pour un individu. Et vous comprendrez d'une personne à l'autre, peut-être que mes attentes à moi versus les attentes de mon voisin ne seront pas nécessairement les mêmes. La même chose, on va utiliser des mots comme délai raisonnable. Encore une fois, qu'est-ce qui est un délai raisonnable pour moi, puis qu'est-ce qui est un délai raisonnable pour mon voisin? Ou un autre exemple, la sensibilité des données. On le voit notamment au niveau générationnel. Certaines données pour une génération peut-être plus âgée peut sembler plus sensible que pour les générations plus jeunes. Donc, là, on se retrouve avec, par exemple, des gens qui doivent interpréter la loi, qui sont dans des concepts très flous, très zone grise, et qui doivent donner des instructions, notamment à des gens qui sont dans le design, qui, eux, ont besoin d'explications claires. Et donc, c'est ce qui fait qu'en réalité, en fait, lorsqu'on veut intégrer des principes comme le privacy by design, mais il y a souvent un gap entre ces différents secteurs-là au sein de notre organisation. Donc, c'est ce qui fait que ce n'est pas facile à implanter. Une fois qu'on a dit ça, bien, il faut trouver une solution. C'est quoi la solution, dans le fond? Comment on fait pour pouvoir implanter les principes de privacy by design concrètement au sein de notre organisation? Je vous propose 8 grandes stratégies. La première stratégie, c'est minimiser. On en a parlé. Le minimiser, je veux dire de ne pas collecter l'information si elle n'est pas nécessaire. Donc, on ne collecte pas juste ce qui est utile. Donc, ça va nous aider à faire en sorte qu'on intègre le concept de privacy by design. J'aime bien en anglais, on utilise la phrase « select before you collect ». Je trouve qu'il parle d'elle-même. Donc, ça, c'est une stratégie. Donc, dès le départ, assurez-vous de bien identifier l'objectif de pourquoi vous voulez collecter des renseignements personnels, puis de vraiment vous assurer que vous minimisez cette collecte-là. Le deuxième principe ou la deuxième stratégie que je pourrais vous suggérer, bon, j'ai mis cacher, là. Cacher n'est peut-être pas le meilleur terme, mais ce que je veux dire par là fait notamment référence pour les gens peut-être qui travaillent en sécurité de l'information au droit d'accès, aux besoins de savoir. Donc, on veut s'assurer que nos systèmes informatiques vont permettre de gérer les accès selon le besoin de savoir de notre employé, par exemple. Donc, je vais donner un exemple concret. Si au sein de mon organisation, j'ai une équipe de marketing et j'ai une équipe en ressources humaines, bien évidemment, les gens de marketing n'ont pas besoin d'avoir accès à la même information que les gens de ressources humaines. Donc, ça semble simple, mais il y a quand même un exercice. Il faut réfléchir à ça au sein de notre organisation pour nous assurer qu'on a bien ciblé qui doit avoir accès à quoi. La troisième stratégie, je dis séparer. Donc, souvent, dans le jargon, on va parler de ségrégation. Donc, ségrégation des bases de données, ségrégation des accès. Donc, ça ressemble beaucoup au droit d'accès. Mais là, ce n'est pas nécessairement de façon individuelle, c'est plus au niveau d'une base de données en tant que telle. Ensuite, la dépersonnalisation, donc dépersonnaliser, anonymiser, qui sont des concepts qui ne sont pas des synonymes, mais ce qu'on peut mettre en place, c'est que, par exemple, encore une fois, si je prends l'exemple de mon équipe marketing, l'équipe marketing, si elle veut, par exemple, avoir des tendances, avoir des statistiques, bien, elle n'a pas nécessairement besoin d'avoir tout le fin détail des données. Donc, elle n'a pas besoin, je vais vous donner un exemple, de savoir que Vanessa Deschaines habite à Québec, à telle adresse, etc. Possiblement, ce qu'elle veut savoir, c'est que peut-être mon année de naissance, la région où j'habite. Donc, dépersonnaliser, c'est une façon d'enlever les informations qu'on n'a pas besoin. Informer, je vous l'ai dit, donc, soyez transparent avec vos clients, avec vos consommateurs sur les choix qu'ils ont, sur vos pratiques en matière de protection des renseignements personnels. Donc, souvent, on fait ça via nos politiques de confidentialité, via peut-être des guides, donc de l'information qu'on rend disponible et accessible. Une autre stratégie, j'ai dit donner le contrôle. Ce que je veux dire par là, c'est vraiment donner le contrôle à vos clients, donner le contrôle à vos consommateurs. Donc, on le voit à l'heure actuelle, les exemples, c'est la gestion des témoins de connexion en ligne. Donc, vous l'avez peut-être vu récemment,
C'est notamment en raison d'une nouvelle législation en Europe, mais à l'heure actuelle, on peut, en tant que consommateur, venir décider si on accepte les témoins de connexion qui vont être nécessaires, les témoins de connexion pour l'analytique, etc. Donc ça, c'est un bon exemple où on donne le contrôle vraiment au client, au consommateur. Cadre de contrôle, bien évidemment, c'est de mettre en place des mesures de contrôle de conformité au sein de notre organisation. Donc, c'est de structurer nos processus, structurer nos procédures à l'interne. Parce que si ça reste juste dans la tête de vos employés, puis que vos employés quittent, bien évidemment, c'est du savoir que l'on perd. Donc, le fait de mettre ça par écrit, de structurer ça, ça nous assure une cohérence au sein de notre organisation et ça nous assure aussi bien, que tout le monde connaît l'information et va suivre les processus et les procédures de la même façon. En terminant, la 8e stratégie, surveillance et ajustement, comme je vous l'ai mentionné, c'est pas quelque chose que l'on fait une fois, c'est quelque chose que l'on doit faire en continu. Donc, vous devez mettre en œuvre ces mesures-là, vous devez les surveiller, vous devez les auditer, parce que peut-être que vous allez vous rendre compte que vos mesures de contrôle ne sont pas efficaces, ne sont pas efficientes. Donc, on doit aussi faire cette vérification-là. Concrètement, une autre façon, en terminant, qui peut vous aider, vous avez peut-être déjà entendu parler en anglais des Privacy Impact Assessment, ou en anglais, on entend souvent maintenant le nom de évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Qu'est-ce que ça mange en hiver, tout ça? Ça ressemble possiblement à des processus que vous avez déjà en place au sein de votre organisation si vous faites partie d'une moyenne grande entreprise. Parfois, c'est intégré dans les secteurs de gestion des risques, dans les secteurs de sécurité de l'information. Donc, c'est vraiment d'avoir une espèce de document, un questionnaire où, en amont, encore une fois, dès qu'on part un projet, un nouveau produit, on va venir évaluer, en fait, quels sont les risques en matière de protection des renseignements personnels. Donc, on va poser des questions précises pour être capable de cibler nos risques puis de réagir rapidement puis de réajuster le tir. Donc, lorsqu'on intègre ça dès le début dans notre processus de gestion de projet, par exemple, bien, ça nous permet encore là facilement d'intégrer les concepts de vie privée dès la conception. On ne le dira jamais assez. Une autre façon, évidemment, c'est de former vos employés, de sensibiliser les employés. Encore là, si vous avez des belles procédures en place, mais que aucun de vos employés les connaissent ou qui ne savent pas comment y accéder, bien, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, c'est vraiment important de faire aussi ces efforts-là de sensibilisation, de formation. Puis, encore une fois, pas juste faire ça une fois. Le cerveau, de la manière qu'il fonctionne, a besoin de se faire répéter les choses. Donc, c'est la même chose pour la formation de vos employés en matière de protection des renseignements personnels. Ils ont besoin de se faire rappeler les grands principes. Et, comme je vous l'ai dit, on en a parlé, la surveillance, évaluer, faire des audits. Et puis, en fait, en conclusion de tout ça, ce que j'aimerais vous dire, puis j'espère du moins que c'est ce que j'ai pu vous transmettre, c'est que la vie privée, la protection des renseignements personnels, ça peut se faire tout en étant innovant. Donc, on peut dire vie privée et innovation. On n'est pas obligé de dire vie privée ou innovation. Donc, j'espère à tout le moins que j'aurai aujourd'hui réussi à vous transmettre cette croyance-là, peut-être cette nouvelle croyance-là. Donc, ça, c'est un des éléments importants. Puis l'autre élément aussi, on en a parlé aujourd'hui ensemble, il faut comprendre que la protection des renseignements personnels, la protection de la vie privée, c'est l'affaire de tous au sein de votre organisation. Donc, tous les secteurs, que ce soit ceux qui développent vos infrastructures, vos développeurs, que ce soit vos gens en sécurité de l'information, que ce soit vos équipes de marketing, vos équipes de ressources humaines, tout le monde doit être au courant des concepts, au courant des principes, parce que si certains secteurs implémentent, respectent ces principes-là, mais que d'autres secteurs ne le font pas, bien, en bout de ligne, ça s'annule. Donc, c'est vraiment important que tout le monde se sent impliqué. Puis, en terminant, des petites statistiques que je trouve quand même intéressantes parce que, encore une fois, souvenez-vous,
Au début de la présentation, je vous ai dit qu'on voyait souvent la protection des renseignements personnels comme une barrière à l'innovation, hein, comme quelque chose qui est un bloquant. Et souvent, ce qu'on se fait demander, c'est OK, c'est bien beau, je vais mettre en place des mesures, des procédures et tout ça, mais c'est quoi mon retour sur investissement, moi, comme entreprise? Et depuis les dernières années, il y a notamment Cisco qui a commencé à aller chercher des données à cet égard-là. Puis c'est un peu ce que je voulais vous partager en conclusion. Donc, on voit ici, c'est le Chief Privacy Officer, donc le chef de la protection des renseignements personnels de Cisco, qui nous dit, vous m'excuserez, mais la citation, elle est en anglais, donc on dit « Privacy is a business imperative and ethical responsibility, not just a compliance requirement ». Donc encore là, on voit bien le fait qu'il ne faut pas voir ça comme une case à cocher, mais c'est vraiment comme un impératif d'affaires. Puis, au niveau des retours sur investissement, voyez-vous, ici, on a une statistique qui dit que 97 des compagnies qui ont mis en place des mesures, justement, pour respecter la vie privée, pour respecter la protection des renseignements personnels de leurs clients, de leurs consommateurs, ont vu un retour sur investissement, ont vu que ça leur a permis d'avoir un avantage concurrentiel. Et encore une fois, vous avez ici des statistiques au niveau mondial, donc je pense que ça parle de soi-même. Alors, voilà. Écoutez, si vous avez des questions, dans les prochaines minutes, on va pouvoir y répondre, mais ça arrive parfois qu'on a des questions par après parce qu'on a, on a digéré tout ça. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez mon adresse courriel ici, deschaines@robic.com. Ça va me faire plaisir que ce soit pour le Privacy by Design ou pour d'autres questions en matière de cybersécurité, protection des renseignements personnels. N'hésitez pas, ça va me faire plaisir. Merci à tout le monde. Puis, je vous invite à me poser des questions dans le chat, le cas échéant. Ça va me faire plaisir d'y répondre.